Bang, c'est l'existence d'un état de l'univers chaud et dense. Par contre, la première seconde, là, on a des hypothèses. On pense que la théorie qui marche le mieux est celle de l'inflation. Par contre, c'est pas vérifié encore, donc ça pourra changer. Bonjour, je suis François Lassagne, rédacteur en chef du média Pour la Science. Soyez les bienvenus dans À l'écoute de la science, le podcast réalisé en partenariat avec le Collège de France. Dans cet épisode, Sean Bailly, journaliste et docteur en physique, s'entretient avec Françoise Combe, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France et présidente de l'Académie des sciences. Françoise Combe nous dévoile ce qui fait aujourd'hui la solidité du modèle standard de l'univers, ainsi que les découvertes récentes qui en font ressortir les fragilités. Elle nous fait saisir au passage le rôle important que jouent les mystérieuses matières et énergies noires dans ce formidable édifice théorique et les espoirs qu'ont les astrophysiciens d'en percer enfin la nature. Bonne écoute. En cosmologie, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que quand on regarde ce domaine de recherche d'un point de vue global, on a l'impression qu'il y a une théorie qui est bien établie, le modèle du Big Bang, qui n'a pas évolué depuis des années, des dizaines d'années. Par contre, quand on commence à regarder dans les détails, on voit qu'il y a des choses qui, par contre, bougent, qui posent des questions très profondes, qui soit renforcent le modèle, soit peut-être questionnent ses fondements. Et c'est ce qui fait le piment, en fait, de ce domaine de recherche. Et je suis vraiment ravi ce soir d'avoir Françoise Combe comme guide dans cette jungle cosmique, disons, pour nous parler justement de ce qui bouge en fait en cosmologie et les dernières nouveautés où nous en sommes. Donc peut-être pour commencer, rappelons brièvement ce qui est ce modèle du Big Bang ou modèle lambda CDM pour être un peu plus technique. En quoi consiste-t-il ? Oui, ça donne l'impression que ça n'a pas bougé, mais ça bouge énormément. J'ai l'impression, moi, que ça progresse de façon exponentielle. Alors, je vais peut-être rappeler, en effet, que ça progressait lentement au départ, parce que notre vue de l'univers, même jusqu'au temps de Copernic, au XVIe siècle, c'était le système solaire. En fait, on ne savait pas vraiment les planètes où elles étaient, puisqu'on pensait que la Terre était au centre. Il y avait tous les calculs de Ptolémée pour calculer toutes les planètes, etc. Et donc, ça prend des siècles à partir de l'Antiquité, où il y avait quand même des philosophes qui avaient une petite intuition que peut-être le soleil, en effet, on le voit très bien se lever à l'est, se coucher à l'ouest, on a l'impression qu'il bouge. Mais en fait, certains avaient déjà regardé la parallaxe en disant le soleil est bien plus gros que la Terre, ce serait bizarre qu'il soit lui qui tourne autour de la Terre, et pas le contraire. Mais il a fallu 15 siècles quand même pour y arriver. Donc on voit que ça prend du temps. Et puis le Big Bang, en fait, il est arrivé à moins d'un siècle, c'est en 1929. Donc on voit que ça s'accélère beaucoup et aujourd'hui, alors on a énormément agrandi notre univers parce que en 1920, on ne savait pas qu'il y avait des galaxies. On pensait que l'univers, c'était notre Voie lactée, c'est-à-dire la bande blanche qu'on voit dans le ciel. D'abord, il y a le système solaire, et puis la Voie lactée, en 1920, il y a eu un grand débat aux États-Unis. D'un côté, certains disaient que peut-être il y aurait des nébuleuses qui sont formées d'étoiles et qui pourraient être des galaxies à part, très loin. Et d'autres qui disaient, mais non, pas du tout. La Voie lactée est assez grande, elle contient toutes ces nébuleuses. Donc, ce débat a pu être tranché par Henrietta Leavitt, qui était une astronome femme, une des premières à avoir un diplôme, parce qu'à l'époque, à la fin du 19e, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université, d'avoir des diplômes. Donc au début du 20e siècle, elles commencent à avoir un diplôme, mais évidemment, elles n'avaient pas tous les jobs encore. Elles ne pouvaient pas aller observer au télescope. Elles étaient restreintes à faire des calculs, faire des catalogues d'étoiles. Donc il y avait des milliers et des millions d'étoiles déjà. Donc elles calculaient les positions, les flux, etc. Elles mettaient dans un catalogue. Et donc Henrietta Leavitt a fait ça, mais elle avait remarqué qu'il y avait des étoiles variables. Alors des variables, c'est-à-dire le flux varie de façon périodique. Elle avait noté la période, qui est de l'ordre d'un mois ou deux, selon les étoiles, et avait remarqué que pour les étoiles proches dont on connaissait la distance par parallaxe, il y avait une relation de proportionnalité entre la période et la luminosité intrinsèque de l'étoile. Donc ça, c'est formidable, parce que ça nous donne la distance de tous les objets qu'on manquait. Donc on compare la luminosité apparente, la luminosité intrinsèque qu'on a par la période, et on a la distance. Le rapport entre les deux, la distance. Ces étoiles, c'est les céphéides. Les céphéides, parce que les premières qu'elle a trouvées étaient dans la constellation de Céphée. Et donc, Edwin Hubble, qui avait le droit d'aller au télescope, il a décidé de rechercher ces céphéides dans la nébuleuse Andromède, une des plus grosses. Et il a trouvé en 1926-27 qu'il y avait des céphéides et que la distance d'Andromède était 2 millions d'années-lumière. Donc ça pouvait pas être dans la Voie lactée, puisque la Voie lactée a pour rayon 50 000 années-lumière. Donc tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait des galaxies, des objets à part qui accompagnaient des étoiles, et donc c'était d'autres Voies lactées. On avait d'abord, même avant de connaître la distance, on avait mesuré par effet Doppler
les vitesses. Hubble a regardé les distances grâce à ces étoiles céphéides, et puis il a fait une corrélation entre les vitesses d'éloignement de ces galaxies et puis leur distance. Donc il avait la loi qu'on appelle loi de Hubble-Lemaitre aujourd'hui, la loi qui relie la vitesse d'éloignement à la distance. Il en a déduit qu'il y avait une expansion de l'univers. Donc ça commence en 1929, l'article de Hubble, 1929, qui disait que toutes les galaxies sont en expansion, donc l'univers est en expansion. Mais lui, il pensait que les galaxies bougeaient vraiment. Et donc c'est l'abbé Lemaître, qui était un prêtre belge, qui s'intéressait beaucoup à l'astrophysique. Il a fait une thèse en astrophysique. Et en 1927, donc 2 ans avant Hubble, il avait fait le rapprochement avec la relativité générale d'Einstein, qui est en 1915. Il s'était dit, bon, Einstein, la relation d'Einstein disent que soit on a une expansion de l'espace, soit une contraction. Ça doit être ça. Donc ce n'est pas du tout les galaxies qui s'en vont, mais l'espace qui se dilate. Et donc il a écrit ça en français, évidemment, il n'a pas été lu aux États-Unis. Et donc on a après cette loi de Hubble, en fait, c'est une loi de Hubble-Lemaitre aujourd'hui. Donc la dynamique de l'univers, en fait, est décrite par les équations de la relativité générale. C'est vraiment ça, le fondament de la théorie. Alors en effet, Einstein, en 1915, il ne connaissait pas encore l'expansion. Et donc il avait dit, bon, c'est bizarre, soit on expande, soit on contracte. Et en fait, on voit notre univers, il est statique. Les étoiles sont fixes, tout est fixe, et ça va pas. Donc je vais introduire une constante lambda, la fameuse constante cosmologique. Et en effet, avec un lambda, il arrivait à tirer les paramètres de manière à avoir un univers statique. Puis ensuite, lorsqu'en 1930, il a compris qu'il y avait une expansion, il dit cette constante lambda, on peut l'oublier. C'était une erreur complètement. Donc pendant tout le XXe siècle, on a oublié ce lambda. Georges Lemaître, lui, avait regardé à l'envers, regardé ce qu'il y avait dans le passé. Donc il a compris que tout ce qu'on voyait autour de nous allait être comprimé dans un petit espace. Il avait appelé ça l'atome primitif. Il n'y avait pas encore de Big Bang. Le Big Bang, c'était parce qu'un grand nombre d'astronomes ne croyaient pas à cette expansion, et dont Fred Hoyle, qui était un astronome réputé, qui avait déjà découvert comment les étoiles fabriquaient les éléments lourds, comme le carbone, etc. Donc il était très célèbre. Mais il ne croyait pas du tout au Big Bang. Donc, quand dans les émissions à la BBC, il a voulu s'en moquer. Il dit, qu'est-ce que c'est que cet univers qui explose? C'est un Big Bang. Et c'est resté parce que ça correspond vraiment à ce qui se passe. Ça, c'est en 1945. Les gens encore ne croyaient pas. Donc, on voit bien que le Big Bang a mis un certain temps à arriver. En fait, les gens y ont cru vraiment en 1965. Pourquoi? Parce qu'on a découvert par hasard le rayonnement fossile de ce Big Bang. Le Big Bang, c'est quelque chose qui est très dense et très chaud au départ. Alors, milliards de degrés, il n'y a pas de limite. Et puis, tout d'un coup, il s'expande, il se refroidit. Et aujourd'hui, on devait prévoir un rayonnement comme ça de corps noir qui vient du rayonnement fossile du Big Bang. Et on ne savait pas à quelle température il était, peut-être 50, 100 K. Donc les théoriciens attendaient. Puis de l'autre côté, Penzias et Wilson, eux, ils voulaient faire de la recherche appliquée, c'est-à-dire chercher si on pouvait peut-être utiliser les micro-ondes pour faire des télécommunications. Et puis ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait un bruit qui les gênait beaucoup. Ils sont allés voir les théoriciens, on s'est dit, oui, certainement, on attend quelque chose du Big Bang, ça doit être ça. Mais on ne savait pas la température, c'était de l'ordre de 3 degrés Kelvin, donc c'est très froid. Et donc ça, c'était la confirmation que ce modèle du Big Bang avec un passé très chaud et très dense était une bonne description de l'univers. Tout à fait. Donc ce fond diffus cosmologique est important parce que c'était une preuve de ce modèle, mais aussi on va pouvoir faire des mesures très précises sur ce fond diffus cosmologique. Il va nous dire beaucoup de choses sur les conditions initiales de l'univers. Alors, on a essayé de faire, en effet, des cartographies de ce fond. Donc, comme il est très homogène, bien que les micro-ondes passent, en fait, dans l'atmosphère, on voulait être très, très précis, on a envoyé des satellites. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des photons qui arrivent de partout. Le Big Bang, les gens me disent, mais d'où vient le Big Bang? En fait, il est partout, le Big Bang. Donc, ces photons, ils viennent de partout. Et ce qu'on voit, d'abord, c'est une constante. Si on avait les yeux qui regardaient les micro-ondes, on verrait un brouillard complet. Donc ensuite, on enlève tous les avant-plans. Donc on sait enlever ces avant-plans parce qu'ils n'ont pas le même spectre que le corps noir du fond. Et une fois qu'on a tout enlevé, on voit des fluctuations très petites, très très petites, 1 pour 100 000. Donc c'est vraiment une température constante et puis ça varie. Il y en a qui sont un tout petit peu plus chauds, un tout petit peu plus froids, mais d'un tout petit chouïa. Alors ça, c'est très intéressant. C'est là qu'on apprend beaucoup de choses. C'est parce que c'est l'état de l'univers tel qu'il était lorsque ces photons ne sont plus diffusés par le plasma initial. Au début, c'est tellement chaud, on a dit des milliards de degrés. Donc la matière, elle est ionisée. Donc c'est un plasma. Et les particules chargées diffusent la lumière énormément. Donc on ne voit rien. Mais on voit à partir du moment où l'univers est tellement froid par expansion
qui va descendre en dessous de 3000 degrés. Et donc, ils se recombinent, les protons se recombinent avec les électrons et deviennent des hydrogènes neutres, des atomes. À ce moment-là, l'atome ne diffuse pas la lumière comme le plasma, et donc on voit les photons qui nous arrivent de là. Alors ça, c'est très très près du Big Bang, hein. C'est 0,4 millions d'années après le Big Bang, alors que le Big Bang, il est à 13,8 milliards d'années. Donc on voit quelque chose qui est tout près du Big Bang et qui est homogène. Donc on voit bien qu'il n'y avait ni galaxie, ni structure. Ces petites fluctuations vont devenir les grandes structures de l'univers. Qu'est-ce que ce fond diffus cosmologique nous dit sur la composition justement de l'univers ? Il nous dit beaucoup de choses, en effet, parce qu'on a des structures. Ce bruit n'est pas complètement aléatoire. Et en fait, il représente les oscillations acoustiques, le son en fait que faisait la matière avec les photons lorsqu'elles étaient ionisées. Donc on a des oscillations acoustiques. Et en fait, la fréquence de ces oscillations nous dit quelle est la quantité de matière invisible, la matière noire. Hein. Donc, on connaît qu'il y a peut-être 5 fois plus de matière invisible que de matière ordinaire dans l'univers. Et ça, on le sait à partir de toutes ces fluctuations, oscillations acoustiques que l'on voit dans le fond cosmique. Alors ça, on arrive à montrer qu'on a 5% de matière ordinaire, pas plus, et puis 25% de matière exotique. Alors les 70% qui restent, on les a découverts seulement en 1998. On voit bien que peut-être le Big Bang est là depuis longtemps, enfin depuis un siècle, mais ce n'est que 25 ans, hein, à peu près, que l'on a découvert les 70% restants. C'est quand même un gros morceau. Alors en 98, on s'est aperçu que l'expansion de l'univers n'était pas décélérée. Alors jusque-là, en 98, on pensait qu'il y avait que de la matière dans l'univers, et on s'est aperçu grâce à une découverte d'un autre indicateur de distance, qui sont des supernovae beaucoup plus brillantes que les supernovae ordinaires. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'elles étaient bien plus loin, que les galaxies qui ont ces supernovae, ils sont bien plus loin que prévu. Et on était obligé de comprendre que l'expansion est accélérée et non pas décélérée, et qu'il y a donc un autre élément qui est répulsif, qui est une force répulsive, donc une pression négative par rapport à une densité d'énergie positive. C'est contre-intuitif, ça, on ne connaît pas un élément de ce genre-là. Donc, soit c'est un élément nouveau, 5e élément, une quintessence, ou alors c'est la constante lambda qu'avait imaginé Einstein. Donc, on la remet au bout du jour, elle revient. Maintenant, on pense qu'elle est peut-être très utile. On a eu tort de la supprimer pendant tout le XXe siècle. Et peut-être, en effet, quand on regarde un peu loin dans l'univers, on remonte un peu le temps. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui s'est passé dans le passé et on voit qu'elle est presque constante. Cette constante lambda, elle représente une constante cosmologique. Donc, ce serait possible que ce soit une constante, et à ce moment-là, on n'aurait pas besoin d'inventer un 5e élément. C'est plus facile. Mais sinon, si c'est ce 5e élément, il constitue 70% du contenu de l'univers. Donc, si je résume, on a ce modèle du Big Bang, on sait décrire sa dynamique, on connaît sa composition en termes de pourcentage, 5% de matière ordinaire, 25% de matière noire et 70% d'énergie noire, si on regroupe toutes les hypothèses. Mais par contre, il y a des grandes questions fondamentales qui restent ouvertes. Qu'est-ce que la matière noire ? Qu'est-ce que l'énergie noire ? Et ça, aujourd'hui, les cosmologistes, ils travaillent à plein temps. Donc, on va peut-être revenir un petit peu sur ces deux composantes de l'univers. Commençons avec la matière noire. Quels seraient les candidats pour la matière noire ? Est-ce qu'on a des idées ? Pendant longtemps, on a un candidat qui paraissait naturel, parce que dans tout ce système standard de particules, il n'y a aucune particule qui pourrait faire la matière noire. Donc on avait imaginé qu'il y aurait tout un ensemble symétrique de particules. À chaque particule, il y aurait une supersymétrie. Donc il y a des fermions et des bosons. Donc un fermion devrait être un boson devrait être un fermion. On aurait une symétrie comme ça et on aurait tout un système équivalent. Et donc, on pense que ces particules-là, enfin celles qui sont neutres, qui n'interagissent pas du tout avec la lumière, on pense qu'elles vont peut-être interagir avec la plus faible des forces, qui est la force nucléaire faible. Donc, on appelle ça des WIMP, parce que c'est des Weakly Interacting Massive Particules. Ces particules-là, donc, sont leurs propres antiparticules. Donc, ce qu'il faudrait, c'est trouver une particule. Non seulement il faut la trouver, mais ensuite, il faut qu'elle corresponde à 25% du contenu de l'univers. Donc, il faut qu'elle ne s'annihile pas trop. Alors, pourquoi elle s'annihile plus ? C'est que dans l'expansion, elle ne se rencontre plus, elle se dilue. Et finalement, le temps d'interaction est plus grand que l'âge de l'univers. Donc, elles ne se rencontrent plus. À ce moment-là, il y a une abondance relique. Au début, elles sont très abondantes. Elles s'annihilent. Puis ensuite, il y a une relique.
Et cette relique, elle peut être égale à 25% si la masse de la particule fait à peu près 100 fois la masse du proton. Et donc, on pensait que dans les accélérateurs, lorsqu'on crée les conditions du Big Bang, finalement, on crée beaucoup d'énergie en faisant collisionner deux protons ultra-relativistes qui viennent en collision. Ça fait énormément d'énergie. On arrive à faire 100 fois, 200 fois la masse E égale mc2, à l'énergie de masse. Et on aurait donc pu avoir la création de particules-antiparticules de ces particules matière noire. Eh bien, on n'a rien vu, puis on n'a rien vu du tout de supersymétrie. Aucune particule supersymétrique n'a été visible au grand accélérateur CERN, au grand collider de Large Hadron Collider, c'est-à-dire le collisionneur de protons. Peut-être on peut aller plus loin en masse, mais à ce moment-là, on n'aurait plus les 25%. Certains s'en raccrochent en disant peut-être si on a un super collider, ce qu'on appelle FCC, le futur collider, là, qu'on va peut-être, s'il est accepté, reconstruire autour du CERN, un truc beaucoup plus grand. Et peut-être on arrivera à des énergies encore plus grandes et peut-être on trouvera des particules. Mais pour l'instant, au CERN, c'est fini. Et les WIMP aussi, il y avait des programmes de détection directe qui, eux non plus, n'ont rien vu. On n'a rien trouvé du tout. Il y a des belles limites supérieures. Rien. Ouais. Donc, il faut peut-être oublier les WIMPs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution Alors, on a deux solutions. Une qui a quand même un petit peu plomb dans l'aile déjà, c'est les neutrinos stériles. Donc, on a déjà 3 neutrinos dans le modèle standard qui ont une petite masse. On sait qu'ils ont une petite masse, mais alors vraiment trop petite pour faire quelque chose dans la matière noire. Mais ils ont une chiralité droite. Enfin, droite ou gauche, je me souviens plus jamais. En tout cas, ils en ont qu'une. Et donc, ça veut dire qu'ils ont leur spin qui est d'un certain sens par rapport au sens de propagation. Et donc, l'autre chiralité n'y est pas. Donc, on imagine qu'il y a peut-être 3 neutrinos stériles de l'autre chiralité pour faire la symétrie. Ça paraît raisonnable. Mais il faut leur donner une masse. Alors, ils s'appellent stériles parce qu'ils n'interagissent avec rien du tout. Mais de temps en temps, on détecte les neutrinos. Mais alors là, on les détecterait pas du tout. Donc, c'est un petit peu ad hoc puisque ce sont des particules qu'on pourrait jamais détecter et dont on connaît pas la masse. Malgré ce, on peut quand même éliminer une certaine masse parce que s'ils étaient trop peu massifs, ils seraient très relativistes lorsque la matière se découple. Et donc, il faudrait une pression de radiation qui empêcherait les petites structures de baryons ordinaires, de matière ordinaire, de se former. Alors ça, on les détecte, ces petites structures. Donc, on a mis une limite supérieure. Maintenant, on arrive à mettre des limites qui fait que la matière de stérile, qui serait une matière plutôt tiède, eh bien, elle est de plus en plus froide et on rejoint les problèmes de la matière noire froide qui est un problème. Une autre particule, c'est l'action. Alors, cette action, c'est une particule de très, 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 très faible masse, des ordres de grandeur, et ce qui donne une longueur d'onde de Broglie, donc quantique en fait, qui est de 3000 années-lumière. Donc c'est vraiment de la quantique macroscopique. Et on ne sait même pas du tout si elle existe, mais on est en train de faire des simulations là-dessus pour les contraindre. Peut-être qu'on trouvera une contrainte qui montre que ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles pour la matière noire ou ce ne seraient pas des particules ? Oui, parce que depuis 30 ans, 40 ans, on sait que cette matière noire, elle est dégénérée avec une gravité modifiée. Parce qu'en fait, on a besoin de cette matière si on prend la gravité ordinaire, la gravité d'Einstein ou de Newton, parce qu'on n'est pas dans le système relativiste, donc Newton égale Einstein pour ce qu'on cherche là. Et donc, soit on va au bout de la galaxie, puis tout d'un coup, on voit que la courbe de rotation est plate, on se dit, c'est pas possible, il nous faut ajouter de la masse. Maintenant, si on change la loi de gravité, on peut très bien passer de matière noire, et puis ce serait la solution. Donc ça marche pour les galaxies, c'est vrai, parce qu'en fait, on a besoin d'ajouter de la matière noire lorsque la gravité est faible, donc en champ faible. En champ fort, c'est par exemple le Soleil, et tout le système solaire, il est en champ fort. On est près d'une étoile, la gravité est très forte. Là, il faudrait que ce soit 10 ordres de grandeur en dessous de ce qu'on connaît sur Terre. Et là, il n'y en a pas dans le système solaire. Il faut aller au bout de la galaxie pour voir ce champ faible. Donc, il n'y a que les astronomes qui peuvent expérimenter ce champ de gravité. Et donc, justement, ils s'aperçoivent qu'il y a de la matière noire. Donc, c'est peut-être le signe qu'il faudrait changer la gravité. Alors, on a essayé depuis des dizaines d'années, on essaie de trouver des modèles de gravité modifiés, mais ça marche pas partout. Donc, il y a encore des problèmes. Alors, on les résout peu à peu. Au début, il y avait aussi des problèmes au début de l'univers, lorsque on n'arrivait pas à expliquer les oscillations acoustiques, qui étaient des oscillations avec des forces de rappel dues à la matière noire, justement. Et bien là, on y arrive peu à peu. Donc, certains auteurs, en 2021, ont trouvé que finalement, on arrivait à changer le tenseur d'Einstein avec un champ vectoriel, un champ scalaire, et mettre des constantes telles que on arrive, sans matière noire, sans rien,
à représenter ces oscillations acoustiques. Donc, ça progresse et peut-être que peu à peu, on va arriver à trouver une gravité modifiée qui marche. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on a des idées pour justement départager un modèle qui repose sur des particules ou de la gravité modifiée? Alors, pour l'instant, la gravité modifiée n'est pas encore arrivée au modèle qui marche bien. On a quand même surmonté plusieurs étapes parce qu'il y avait un modèle tenseur vecteur scalaire qui ne prévoyait pas que les ondes gravitationnelles aient la même vitesse que la vitesse de la lumière. Ça, c'est un obstacle et on est arrivé à surmonter. Maintenant, il y a d'autres modèles de gravité modifiée qui vérifient cette égalité. Alors, cette égalité, au départ, on l'avait pas. Hein. C'est la découverte des ondes gravitationnelles qui nous ont montré que lorsqu'il y avait des rayons gamma qui étaient dus à cette fusion d'étoiles à neutrons, eh bien, la lumière est arrivée à la même seconde que les ondes gravitationnelles. On s'est aperçu donc que les deux vitesses étaient les mêmes. Et donc ça contraint énormément les modèles de gravité modifiés. Il en reste beaucoup parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais il y en a plusieurs. Et donc il y en a toute une série qui vérifie quand même cette égalité d'équation de la vitesse des ondes gravitationnelles et de la lumière. Donc on progresse peu à peu et pour l'instant il y a toujours des instabilités. Passons à l'autre composante de l'univers qui est un peu mystérieuse, donc l'énergie noire. On en a parlé un petit peu au début, elle explique l'expansion accélérée de l'univers. Est-ce qu'on a des candidats pour expliquer cette énergie noire en dehors de cette constante? Le principal candidat jusqu'à présent, c'était la constante cosmologique. Ça marche bien. Alors on a vu qu'il y a un survey de galaxies qui s'appelle DESI. En fait, le but, c'est d'avoir le plus de galaxies possible à plusieurs distances, de manière à voir la forme exacte de l'expansion de l'univers. Au début, elle est décélérée, puis elle réaccélère seulement il y a 5 milliards d'années. Donc, on voudrait savoir exactement quand est-ce qu'elle commence et avoir plus de précision. Et DESI, elle semble peut-être montrer qu'elle a varié dans le passé. Mais il faut être vraiment très prudent parce que c'est très préliminaire. Il y a beaucoup de biais, en fait, sur les galaxies. Donc, on a vu dans le passé aussi que certains problèmes s'étaient complètement résolus, pas simplement parce qu'il y avait des biais, on était biaisés dans les galaxies. Donc là, on a lancé un satellite qui s'appelle Euclide en 2023. Donc l'Europe a lancé Euclide, il marche très bien. Bientôt, on va pouvoir savoir si DESI a raison ou pas, et si c'est une constante cosmologique ou pas. Donc là, je pense qu'il faut être prudent, et dans les années qui viennent, on va le savoir. L'année prochaine, on aura une première release, et peut-être que, en tout cas, on s'attend à trouver quelques milliards de galaxies. Donc le résultat de DESI avec 11 millions, on l'aura très vite. Donc si on le résout bien, je pense qu'en effet, dès l'an prochain, on pourra dire si DESI a raison ou pas, mais en tout cas, pour avoir les 11 milliards, il faut attendre 5 ans. Et si jamais on n'est pas sur une constante cosmologique et quelque chose qui évolue dans le temps, on aura donc un fluide différent. Voilà, est-ce que ça a beaucoup de conséquences sur le modèle? Eh bien, on comprend rien du tout à ce moment-là, si c'est un autre... Même le siècle dernier, lorsque Einstein avait introduit cette lambda, quand on voit bien que si on le met d'un côté de l'équation ou de l'autre, d'un côté il y a la courbure de l'univers, de l'autre l'énergie et la matière. Donc, si on le met de côté de la matière et de l'énergie, ça veut dire que c'est de l'énergie du vide. Et donc, les mécaniques quantiques, Pauli avait trouvé que peut-être ce lambda, c'était l'énergie du vide qu'on mesure en laboratoire du fait de la mécanique quantique. La certitude d'Heisenberg nous dit qu'on peut avoir, en des temps très petits, une grande fluctuation d'énergie. Donc, lorsqu'il n'y a pas de particules, pas de photons, rien, on a des fluctuations du vide. Donc, c'était normal de dire, on va extrapoler à l'univers, on va savoir quelle est cette énergie du vide. Eh bien, le problème, c'est que on a 100 ordres de grandeur de plus si on extrapole ce vide quantique dans l'univers que ce qu'on mesure vraiment. Et ça, on comprend pas. Donc, peut-être, en effet, ça, on va comprendre quelque chose. Peut-être que c'est la mécanique quantique qui ne va pas bien avec la gravité, parce que c'est quand même quelque chose qui est essentiellement gravitationnel. Donc, lorsqu'on aura une théorie de gravité quantique, peut-être qu'on comprendra ça. Le télescope James Webb a plongé son regard dans les premières galaxies, les plus lointaines qu'on peut regarder. Il y a eu beaucoup de surprises aussi de ce côté-là. Énormément, oui. Ouais. Mm-hmm. Donc, par exemple, la masse de ces galaxies, qu'est-ce que ça nous dit sur le modèle du Big Bang? Est-ce que c'est un problème? Alors, en effet, pourquoi on ne l'avait pas vu avant, c'est que on avait le télescope spatial Hubble qui regardait surtout dans l'optique, un tout petit peu à l'infrarouge, mais très proche. Et lorsque on va très loin dans l'univers, tout est décalé vers le rouge. Et donc, on ne voyait pas une grande partie des galaxies, on ne les voyait pas. Et si on voyait une toute petite partie, on les voyait dans leur ultraviolet. Dans l'ultraviolet, on voyait quelques poches d'étoiles en formation, donc on voyait des grumeaux, mais on ne voyait pas la galaxie dessous.
Et donc, avec le James Webb, alors d'abord, il est plus sensible, il y a 6 mètres au lieu de 2 mètres. Et puis, il est dans l'infrarouge jusqu'à 28 microns, alors qu'avant, on ne dépassait pas de quelques microns. Donc là, on a tout d'un coup, il y a une fenêtre qui s'est ouverte sur les galaxies primordiales. On s'est aperçu qu'il y avait d'énormes galaxies très massives. Il y avait beaucoup de trous noirs au centre aussi, assez gros, alors qu'on pensait qu'ils croissaient avec le temps et qu'on avait des gros trous noirs aujourd'hui, mais des plus petits autrefois. En fait, il y en a quelques-uns qui sont très gros, très vite. Donc, il nous faut quelque chose qui développe les galaxies beaucoup plus rapidement qu'on ne pensait. Alors, on est en train, dans le modèle standard Lambda-CDM, d'essayer de le résoudre avec des problèmes de physique, de formation d'étoiles, de rétroaction. On sait qu'il se forme beaucoup d'étoiles avec le gaz, mais que dès qu'il y a des supernovae ou bien des trous noirs qui éjectent le gaz, on appelle ça la rétroaction, qui pousse le gaz et qui empêche de former des étoiles. Donc, ça régule la formation des galaxies. Jusqu'à présent, les modèles avaient beaucoup de rétroaction et ça permettait d'empêcher les galaxies de se former. Alors maintenant, il faut qu'on dise qu'il n'y a plus de rétroaction. Donc, c'est un petit peu ad hoc. On prend la couverture à nous pour essayer. On tire un peu les modèles et on va essayer de voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. On pourra garder le modèle standard. Mais si ça marche pas, alors là, on pourra changer le modèle. C'est-à-dire, c'est vrai que dans les modèles de gravité modifiée, on forme les galaxies plus tôt. Donc, certains, comme ils ne marchent pas encore tous, c'est pas encore convaincant, mais enfin, on a peut-être plusieurs pistes à poursuivre avant de comprendre tout ce qui se passe. Donc, en fait, finalement, là, vous reparlez de gravité modifiée. Peut-être que ces problèmes, ces questions ouvertes, en fait, sont connectés les unes aux autres, en fait. Ah, c'est possible. Même certains pensent que si on change la gravité pour surgraviter lorsqu'on a besoin, c'est-à-dire plus de gravité dans les galaxies, et pour l'énergie noire, on a besoin de moins de gravité puisque c'est répulsif. Donc, il suffirait de mettre quelques constantes ici et peut-être faire un ajustement très fin pour que du même modèle, on arrive à résoudre les deux problèmes à la fois. Ce qui n'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on va y arriver. Peut-être qu'il y aura besoin d'une quintessence plus la gravité modifiée, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ce serait peut-être satisfaisant d'avoir une solution pour deux problèmes. C'est pour ça que c'est long. Ça paraît long, mais il y a énormément d'essais. Donc je pense que ça progresse quand même très vite. On élimine beaucoup de pistes rapidement, alors qu'autrefois, on prenait plus de temps. Une question qui est assez importante, qui embête beaucoup aujourd'hui les cosmologistes, c'est celle de la constante de Hubble. Quand on mesure le taux d'expansion actuel, quand on utilise deux méthodes différentes, une basée sur le fond diffus cosmologique et les autres sur les céphéides et puis les supernovas, on se rend compte qu'elles ne sont pas compatibles. Est-ce que là encore, on a des pistes pour expliquer ça ? Oui, là, en fait, il y a beaucoup de pistes. Et c'est vrai qu'il y a deux mesures, mais la vraie mesure, c'est les galaxies proches. On mesure les céphéides, par exemple, l'indicateur de distance, et on sait absolument quelle est la constante de Hubble. Après, avec le modèle, on peut l'extrapoler. Et puis surtout, le fond cosmologique ne la mesure pas. Il mesure beaucoup de paramètres, et d'après le modèle, on en déduit la constante. Donc c'est déduit. Et si le modèle n'est pas bon, c'est normal qu'on n'ait pas l'égalité des deux constantes. Donc, justement, tout le monde s'excite en disant, si elles ne sont pas égales, ça veut dire que le modèle n'est pas bon. Et donc, on a changé le modèle, on a supposé qu'il y avait plusieurs neutrinos, par exemple. Si on change le nombre de neutrinos, ce serait différent. Il suffit de changer le modèle dans une donnée, il y a 25 paramètres, donc on a le choix. Alors, les gens ont beaucoup changé et puis ça marche pas bien. Pour la constante de Hubble, c'est assez marrant parce que pendant tout le XXe siècle, la constante n'était connue qu'un facteur 2 près. Alors, les gens se battaient pour savoir si c'était 50 ou 100. Alors maintenant, c'est plutôt 67 d'un côté et 73 de l'autre. Et là, c'est tellement précis que c'est vraiment différent. Alors que au XXe siècle, c'était un facteur 2, on s'en fichait. Donc on voit que le progrès vient de la précision et du nombre de mesures que l'on a. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce modèle du Big Bang dans les années à venir ? Est-ce qu'il est amené à forcément changer ? Alors, le Big Bang, non, parce que là, je pense que le Big Bang, c'est l'existence d'un état de l'univers chaud et dense. Par contre, la première seconde, là, on a des hypothèses qui ne sont pas encore confirmées. On pense que la théorie qui marche le mieux est celle de l'inflation. Et elle a été un peu plus ou moins confortée par les résultats de Planck, qui sont très précis pour le fond cosmologique. Par contre, c'est pas vérifié encore. C'est vraiment à l'état d'hypothèse, donc ça pourra changer. Mais il faut supposer quand même que pendant 10-32 secondes, on a une dilatation de l'espace d'un facteur 10 puissance 30, ce qui est quand même assez énorme. Donc il faut essayer de le prouver. Alors pourquoi on a besoin de ça ? Et ça, c'était déjà dans les années 80, donc il y a 40 ans au moins.
On sait que l'horizon, à cause de la vitesse de la lumière qui n'est que 300 000 km par seconde, on est limité dans notre observation à une sphère qui a pour rayon la distance qu'a parcouru la lumière depuis le Big Bang. Alors pourquoi ? Parce que s'il y avait des galaxies au-delà de ce rayon-là, elles n'auraient pas eu le temps de nous faire parcourir un photon. Donc on ne les verrait pas. Donc on voit un tout petit espace. Et puis le dramatique aussi, c'est qu'avec cette expansion accélérée, les galaxies, même si l'horizon croît, puisque la vitesse de la lumière parcourt un plus grand espace, mais les galaxies sortent. Elles vont plus vite que la lumière, elles sortent de l'horizon, donc on verra de moins en moins de galaxies. Heureusement, il y en a encore 2000 milliards dans notre horizon. Mais ce que je voulais dire avec cet horizon, c'est que cet horizon, lorsqu'on le regarde sur le ciel de Planck, le ciel du fond cosmologique, eh bien, la lumière n'a parcouru que 0,4 millions d'années-lumière. Donc, il est tout petit, l'horizon, il fait 1 degré. Et donc, ce qu'on voit là, quand on regarde tout le ciel, il y a 40 000 degrés, donc 40 000 horizons. Et ils sont tous à la même température, alors qu'ils ne sont pas connectés entre eux, puisque la lumière n'a pas pu passer de l'un à l'autre. Donc, c'est ce problème d'horizon qui est impossible à résoudre si on n'a pas l'expansion et l'inflation. Il n'y a que l'inflation qui résout le problème. Et d'autres problèmes, quoi. Ensuite, mais il y en a d'autres, quoi. Et donc, c'est aujourd'hui la théorie qui explique le mieux l'observation. Et ça, c'est encore quelque chose qui pourra bouger. Merci beaucoup pour cette balade cosmique dans cette jungle qui est en mouvement, qui est vivante. Et je vais laisser la parole à François. Françoise Combe, je suis assez curieux de savoir ce que vous allez répondre à la question que vous avez choisie comme première question un peu transversale. Comment on fait quand on est cosmologiste comme vous pour être sûr de quelque chose ? De quoi vous êtes sûr sans pouvoir le prouver ? Eh bien oui, j'ai choisi la vie dans l'univers, parce qu'on me pose souvent cette question, y a-t-il encore de la vie dans l'univers ? Je ne peux pas le prouver. Voilà pourquoi j'ai choisi. Quand je regarde la statistique, 2000 milliards de galaxies qu'il y a dans notre horizon, je suis sûre que nous ne sommes pas le seul. Ce serait un peu bizarre de penser que c'est vrai que c'est assez rare de trouver une planète habitable, qui a de l'eau, etc., qui a la vie se développe, mais il y a tellement... Alors, rien que dans notre Voie lactée, il y a quand même plus que 300 milliards de planètes. Il y en a peut-être 1 milliard qui est habitable. Enfin, il y a 2000 milliards de galaxies et ainsi de suite. Donc, je pense que ce serait présomptueux de dire que nous sommes les seuls. Donc, je suis persuadée que nous ne sommes pas les seuls. Par contre, on n'arrivera pas à le prouver parce que les distances sont très grandes. C'est-à-dire que la première qui pourrait être habitée serait peut-être à 100 000 années-lumière dans la Voie lactée, s'il y en a une dans la Voie lactée. Alors 100 000 ans pour la lumière, c'est long déjà, rien que pour avoir un signal qu'on envoie, parce qu'actuellement on envoie des signaux. Il y avait toujours le programme SETI de recherche, on envoyait des signaux partout. Alors ça c'était vraiment complètement plus qu'une aiguille dans un beurre de foie. Maintenant on a des 6000 planètes, lesquelles sont habitables. Donc maintenant on envoie des signaux aux planètes habitables. On les focalise, mais même comme ça c'est quand même énorme, parce que il y en a quand même des milliards et des milliards. Et celles qui sont proches, qu'on connaît, elles sont proches du Soleil. Certainement, il n'y aura pas d'habitable proche du Soleil. Ils seront beaucoup plus loin. Et donc, je suis sûre que ça doit exister, mais je ne pourrai jamais le prouver. La deuxième question que vous avez choisie, c'est de définir un concept ou notion scientifique, mais dont vous trouvez qu'il mériterait d'être davantage connu, ou en tout cas davantage diffusé. J'ai pris cette question parce que je pense que la notion que l'on n'a pas, et qu'il faudrait en effet que tout le monde se réalise, c'est l'immensité de l'espace. Je pense qu'en effet, les gens pensent, par exemple, quand on dit qu'il doit y avoir de la vie, ils pensent qu'il y a des petits hommes verts qui vont venir chez nous. Il y a beaucoup de science-fiction, et ça, c'est complètement impossible. Même s'ils existent, on les verra jamais. En fait, on s'en rend pas compte, et donc déjà au XXe siècle, ils ne se rendaient même pas compte, puisqu'on n'avait même pas les galaxies. Là, on sait que une galaxie, c'est déjà assez grand, mais c'est quand même notre banlieue, quand même 100 000 années-lumière. Et quand on a des milliards d'années-lumière, on voit bien que le volume est énorme. Par exemple, nous sommes vraiment un point. C'est-à-dire que si, dans 2 ou 3 milliards d'années, le Soleil va devenir un géant rouge, donc va avaler toutes les planètes jusqu'à la Terre va être à l'intérieur du Soleil, donc pulvérisée, va devenir poussière. Tout ça, ça va rien faire à l'univers. On a un point qui disparaît dans l'univers. Et ça va même pas changer le nombre de vivants qu'il y a dans l'univers, je suis sûre. Ça en est vraiment négligeable. Donc je pense que c'est ça, c'est l'humilité dans notre espace. Il faut avoir la notion d'un espace énorme, et donc nous sommes absolument presque rien.
La troisième question, qui est, j'espère, une note de fin positive, il s'agit de savoir ce qui vous rend optimiste. Oui, alors là, je l'ai déjà dit, moi j'ai l'impression, quand on regarde le passé, qu'on a fait énormément de progrès. Je vois dans la connaissance scientifique, mais aussi dans énormément de notre vie, notre confort, la technique aussi, que ce soit dans la santé, on a fait énormément de progrès. Moi, je regarde la science, notre compréhension de l'univers a fait énormément de progrès et croît de façon exponentielle. Donc, je suis optimiste là-dedans, c'est qu'on a toujours su vaincre un petit peu, à chaque fois qu'on a un outil fantastique, on a Internet, l'IA, etc., il y a toujours un côté tout à fait négatif, un côté positif. Et je pense qu'on a toujours su prendre le côté positif de cet outil. Et donc je pense qu'on va aussi le prendre et qu'on va savoir ne pas complètement casser notre planète, qui est quand même assez rare, dans le voisinage immédiat, même si on a des milliards, on n'en aura qu'une. Donc je pense qu'on prendra toujours le côté positif de tous ces outils fantastiques. Pour prolonger la récurrence, vous avez la Terre, le système solaire, la galaxie, des milliards de galaxies en expansion, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, encore au-delà, il y ait un endroit où ces galaxies reconvergent, c'est-à-dire un endroit très grand où il y aurait des endroits où il y a de l'expansion et d'autres endroits où il y a de la concentration? Vous avez raison, vous décrivez justement ce qu'avaient décrit Andrea Linde et puis Alan Guth dans les années 80 en disant si on a vraiment à l'instant zéro, avant le Big Bang, on n'a que l'énergie du vide en fait, on n'a que la fluctuation du vide, et puis il y a un vide qui n'est pas à l'équilibre, il est métastable et il va se remettre à l'équilibre en faisant le Big Bang. Tout d'un coup, on a cette inflation qui nous crée la matière. Et en fait, cette inflation, elle se place à un moment donné, il y a le Big Bang, mais il pourrait se placer à d'autres endroits de l'univers. Mais entre ces univers, on n'y aura jamais de connexion, puisque entre les deux, il y a du faux vide aussi, qui est en expansion accélérée, et qui prend toujours 10 puissance 30 expansion en 10-32 secondes. Donc c'est énorme. Donc ces multivers, on ne pourra jamais le voir, ils sont totalement inconnectés. Mais on n'est pas les seuls, et donc si vraiment l'inflation est vraie, on est obligé d'accepter qu'il y aurait des multivers. Est-ce que vous voyez un lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit? Ah oui, ça c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est vrai que infiniment grand, je le vois très bien. Par contre, infiniment petit, on s'arrête à la mécanique quantique. Et ça, c'est une question qui a trait, on a beaucoup demandé, par exemple, est-ce que toute l'information, quand on a la matière qui tombe sur un trou noir, où va l'information? Est-ce qu'elle est perdue? Et en fait, on a compris, grâce à la mécanique quantique et avec les travaux de Hawking, que toute l'information était sur la surface du trou noir. En fait, il y avait des quantums d'information et que la surface suffisait à avoir toute l'information. Ce qui veut dire que l'information n'est plus proportionnelle au volume, mais à la surface. Et donc, on voit bien qu'on arrive à une limitation de l'infiniment petit, qui est plutôt l'échelle de Planck, qui sont à 35 mètres, mais on n'a pas tellement plus petit à cause de la mécanique quantique. Donc, on peut aller voir l'infiniment grand, mais pas l'infiniment petit, je pense. Vous parliez tout à l'heure de l'abbé Lemaître. Une question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'il croyait en Dieu? Du coup, ma question, en quelque sorte, c'est est Dieu dans tout ça? Alors, en effet, lui, il croyait en Dieu et il avait des discussions avec le pape. Alors, le pape, quand il a vu qu'il y avait un Big Bang, etc., il dit « Ah, mais voilà, c'est la création ». Et l'abbé Georges Lemaître lui a dit « Non, ça n'a rien à voir ». Et donc, pour lui, il avait la préscience qu'il y a deux choses. Vous avez une démarche scientifique où vous découvrez des phénomènes, vous essayez de regarder les faits, de croire en rien, et puis vous avez un autre domaine qui est la foi où vous croyez en quelque chose. Mais le scientifique, on croit en rien. Il regarde, il y a des faits, il déduit des choses, et puis ensuite, si les faits lui donnent tort, il est obligé de reprendre, etc., de tout changer. C'est ce qu'on fait avec la gravité modifiée, par exemple. On rechange tout, mais on ne croit en rien. Et donc lui, il avait aussi cette possibilité de travailler dans les deux domaines. Il y avait un moment où il croyait à quelque chose, donc c'était plutôt spirituel, mais Dieu n'avait rien à voir avec l'univers du Big Bang. Et voilà. Merci beaucoup Françoise Combe. Merci. Si vous passez les portes d'une librairie et y cherchez le rayon science, je fais un pari. Vous y trouverez abondance de livres traitant du cosmos, de l'univers, du Big Bang, des galaxies, des nébuleuses et des étoiles. Ils sont souvent très beaux parce que les images que nous livrent les télescopes contemporains ressemblent souvent à des œuvres d'art. Et on peut avoir l'impression que notre connaissance de l'univers tient là, bien rangée entre les pages de ces livres faites de lois immuables, inscrites dans le fameux modèle cosmologique standard et son événement fondateur, le Big Bang.
Mais ce que nous fait sentir Françoise Combe de manière très vivante, c'est que les astrophysiciens et les cosmologistes ont encore fort à faire et que leur science est loin d'avoir saisi les subtilités de la mécanique du cosmos. Ils progressent à grands pas cependant, et la quête de la nature de la matière noire et de l'énergie noire s'enrichit des moissons de données et de nouvelles hypothèses qu'inspirent les télescopes de nouvelle génération. Au passage, à qui vous demanderait où s'est produit le Big Bang, gardez en tête ce que rappelle utilement Françoise Combe. En réalité, il est partout. Merci d'avoir écouté À l'écoute de la science, un podcast de Pour la Science, réalisé en partenariat avec le Collège de France, produit par Louis Créative. Merci à Gautam Shukla et Marion Girard pour la réalisation et la production de cet épisode. À l'écoute de la science, c'est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur pourlascience.fr, retrouver nos magazines et hors-séries en kiosque et vous abonner à ce podcast bien sûr.